Avant tout, je voulais vous dire à quel point j'étais honoré et fier d'être devant vous. Et c'est très sincère, parce que je n'ai pas fait HEC, je n'ai pas fait Polytechnique, je n'ai même pas fait l'école de l'air. J'ai juste vécu pendant 35 ans le plus beau métier du monde pour moi. Et donc transmettre tout ce que j'ai accumulé pendant ces 35 ans, pour moi, c'est la meilleure expérience du monde. Donc je vous remercie de m'accueillir, déjà. Donc ça, vous l'avez vu, donc je ne vais pas revenir dessus. Et donc vous avez vu ce niveau de technicité, vous avez vu ce niveau d'excellence, vous avez vu les croisements à 1200 km/h de vitesse de rapprochement. Et vous imaginez le niveau d'excellence qu'il faut atteindre pour arriver à faire ça 2-3 fois par week-end pendant 6 mois devant des spectateurs dans toute la sécurité imaginable pour qu'il n'y ait jamais d'incident ni d'accident et pour que ce soit beau et pour que ça plaise et pour que ça représente dans le monde entier l'excellence française. Parce que la patrouille de France, c'est finalement, et je le répéterai peut-être encore en cours de la présentation, c'est l'atome à la pointe du diamant de l'excellence française. Elle représente dans le monde entier l'excellence française. Alors comment on arrive à ça ? On arrive à ça en demandant aux gens de s'engager et de donner toute leur tripes. Et c'est une petite équipe, la patrouille de France. C'est 50 personnes, si on compte les mécaniciens qui mettent en œuvre les avions, les administratifs, ceux qui préparent les déplacements, les officiers de communication, et puis bien sûr les pilotes. C'est 50 personnes qui arrivent à obtenir ce résultat magnifique grâce à l'engagement collectif. Voilà. Et je veux vous parler aujourd'hui de cet engagement collectif parce que je suis persuadé que dans vos entreprises, vous avez besoin aussi de toute cette énergie et vous avez besoin de mobiliser les énergies de vos collaborateurs pour en tirer la quintessence. Alors, vous avez vu, j'ai mis quelques définitions qui dessinent les ailes et le plan horizontal d'un avion. J'ai trouvé ces définitions assez intéressantes. L'engagement, c'est se donner soi-même en gage. Évidemment, quand on est soldat, on donne son corps, sa vie en gage pour la réussite de la mission. Donc ça correspondait vraiment à une vision du combattant, de l'engagement. C'est aussi l'adhésion absolue à un projet. On ne peut pas s'engager complètement si on n'est pas d'accord avec le projet, si on n'est pas 100% en accord avec le projet. Et puis, c'est surtout aussi un acte par lequel l'individu assume ses valeurs. Vous ne pouvez pas vous engager collectivement, mais même individuellement, dans quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Donc il faut que cet objectif, cette mission corresponde à vos valeurs. Donc là, on a bien le corps de l'avion, les deux ailes, le plan horizontal, mais ça fait quoi? Ça fait un planeur. Un planeur, ça part de haut, et puis ça descend, et puis ça finit par se poser. Mais maintenant, il va falloir qu'ensemble, et là, je vais avoir besoin de vous, on définisse et on construise le moteur de cet engagement. Alors pour construire le moteur de l'engagement, un moteur, ça ne se construit pas tout seul. On a besoin de techniciens, d'ingénieurs, d'informaticiens. Et j'ai besoin de vous pour qu'on trouve les différentes pièces du moteur qui vont nous pousser, nous faire décoller et qui vont rendre cet engagement le plus fort possible. Donc vous allez m'aider. Je vais simplement prendre le mot engagement comme acrostiche. Et pour chaque lettre, vous allez m'aider à trouver des mots qui vont amplifier, faire décoller, renforcer l'engagement collectif. Évidemment, j'ai mes propres solutions. Elles sont, j'allais dire, émaillées par mon passé de combattant, de soldat, de pilote de chasse. Donc, elles sont personnelles, mais vous verrez que vous allez souvent tomber sur les mots que j'ai moi-même choisis. Merci Eric. Merci, c'était passionnant. Avant de lancer les questions, j'ai une première question pour toi. À l'heure de la business intelligence ou des algorithmes, où tout est dirigé par des algorithmes, comment on fait pour garder son leadership dans un avion ? Bah écoutez, je suis un peu je ne sais pas si vous connaissez la dernière production d'Idriss Aberkan, mais il parle de ça un peu, et il parle de la supériorité de l'intelligence humaine sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, il y a surtout artificiel. Je vous donne un exemple. Un cockpit d'un SPAD 7 de la guerre de 14, il n'y avait rien dedans. Il y a un instrument, un manche. Aujourd'hui, si vous prenez un cockpit de Rafale, c'est juste des écrans qui synthétisent toutes les informations des capteurs et qui vous les restituent. Et en fait, c'est un aide à la décision. Mais la décision, ce sera toujours l'humain qui la prendra. On n'a pas pour l'instant, et j'espère que ça ne se fera jamais, on n'a pas pour l'instant construit d'armes autonomes.
c'est-à-dire une arme qui pourrait décider seule de l'ouverture du feu. Et Robocop, quoi, voilà. Et on ne le fera pas, parce que ce qu'il manque, encore une fois, c'est l'émotion. Voilà. Et si vous devez tirer sur un groupe de djihadistes, mais qu'à côté, il y a une petite fille qui vend son pain, je ne sais pas si vous avez vu Eyes in the Sky, voilà. Eh bien, il n'y a que l'humain qui pourra décider de ne pas tirer, pas la machine. Et puis, en plus de ça, je vais citer un exemple récent et triste, mais le Rio-Paris. Voilà l'exemple type de la machine qui ne sait plus faire parce qu'elle n'a jamais été confrontée à la situation. Et ça, eh bien, il n'y a que l'homme qui sait s'adapter à la situation et être inventif, inventer des solutions. Et grâce au cadre qu'on connaît, se ménager des ressources pour inventer des solutions. D'ailleurs, suite à cet incident, avant, dans les simulateurs de vol des compagnies, on était très rigoriste, c'est-à-dire qu'on appliquait la procédure, le process, et puis celui qui sortait du process, qui oubliait une ligne de la checklist, boum, on lui mettait un coup de baguette. Et depuis, beaucoup de compagnies ont changé un peu leur portage, et ils forcent les gens à inventer des solutions face à des situations inconnues pour lesquelles n'existe pas de procédure, pour retrouver cette capacité d'invention, de créativité des solutions. Et je suis absolument convaincu que le process et la procédure sont des entraves à la création et au progrès. Voilà, parce qu'en fait, ils limitent les capacités de décision des gens. Les gens ne décident plus, ils appliquent des procédures. Puis si ça ne correspond pas à la procédure, les Américains sont beaucoup comme ça, les pilotes de chasse américains, ils vont à la guerre en appliquant des procédures. Et si la procédure n'est pas respectée, s'il manque un élément, on fait demi-tour, puis on reviendra quand on pourra le faire. Les Français, ils sont beaucoup plus dans le système D, c'est « Ah, j'ai pas tout, il va falloir que je trouve une ficelle ou une solution pour y arriver quand même. » Et c'est ça qui fait notre force, en fait. Voilà. On est dans le plan d'amélioration continue. C'est ça. On va prendre des questions dans la salle. Merci Eric. Une fois, j'avais déjà vu, comme certains d'entre nous, un film sur la patrouille de France et j'avais été impressionné par le nombre de débriefings qui animaient toute la patrouille toute la journée. Ouais. Et c'est un truc qu'on ne pratique pas toujours dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est quelque chose, je fais un peu ma pub en même temps, mais c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre lors des séminaires que je mets en place sur la formation, la décision et le discernement. C'est la façon dont on brief, c'est-à-dire qu'on anticipe les missions, et la façon dont on les débrief. Que la mission soit successful, enfin qu'on ait réussi la mission ou qu'on ait échoué, de toute façon on s'assied autour d'une table et on décrypte tout le déroulement de la mission. Et on essaye de comprendre, même si ça a très bien marché, on essaye de trouver des pistes pour que ça marche encore mieux. Et évidemment, si ça n'a pas marché, évidemment, on va essayer de comprendre pourquoi et mettre en place des barrières, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que ça ne se reproduise plus. On appelle ça chez nous le retour d'expérience. Et il est vrai que l'armée de l'air a vraiment plusieurs coups d'avance dans ce domaine. Depuis des années et des années, en termes de sécurité des vols, on met en place le retour d'expérience pour comprendre les incidents, pour comprendre les choses qui ne marchent pas et puis améliorer les procédures ou en tout cas mettre en place des barrières pour éviter que les incidents se reproduisent. Et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que je pense qu'en entreprise, le retour d'expérience n'est pas suffisant. Oui, Eric, tu as une offre pour les entreprises qui est absolument incroyable. On en a parlé hier. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, d'autant plus que c'est vraiment pas cher? Merci. Ouais, alors je suis vraiment pas commercial. Vous savez, je suis un soldat, donc j'ai pas. Mais je suis très gêné de. Mais c'est vrai que je mets en place un séminaire dans le sud de la France, qui fait beau là-bas et c'est facile. L'idée, c'est de former les gens sur la décision et le discernement, donc de leur donner des pistes de décision, des méthodes. On a des méthodes qu'on applique dans l'armée de l'air et dans les compagnies pour les décisions à court terme, moyen terme, long terme, qui permettent encore une fois d'avoir un cadre sur lequel on peut se raccrocher quand on est un peu paumé. Et puis donc on va apprendre ça le matin. L'après-midi, on va par groupe concevoir et conduire une opération aérienne. Fictive, bien sûr. C'est-à-dire que chacun aura ses petits assets, son groupe de responsabilité, et on doit construire ensemble, aller chercher des otages de l'autre côté, les lignes ennemies, etc. Et on va construire ça ensemble.
donc décider ensemble, donc collaborer, prendre les bonnes décisions, puis ensuite on va la conduire. C'est-à-dire que moi je vais vous faire fonctionner, on va faire marcher l'opération avec des petits inputs. Tu as perdu un avion, tu as plus d'otages que prévu à aller récupérer, ton hélico n'est pas assez grand, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se remet autour de la table et ensemble, on décide parce que chaque changement va avoir des conséquences inattendues et il va falloir anticiper ces conséquences inattendues et mettre en œuvre des ressources pour bien décider et prendre les décisions qui permettront de réaliser quand même la mission. Puis le soir, alors là pour le coup c'est exactement ce dont tu parlais, on va débriefer tout ça et comprendre ce qui a marché, pas marché et comment on aurait pu mieux le faire fonctionner. Et puis le lendemain on va voler ensemble en patrouille à 3 avions. Donc en place arrière pour les étudiants, évidemment, pour comprendre les contraintes des décisions sous facteur de stress, hein, quand on est dans un avion, comment on prend en compte les contraintes du leader quand on est équipier, comment le leader prend en compte les contraintes de l'équipier pour prendre ses décisions et montrer que s'il ne les prend pas en compte, ben, ça ne marche pas. L'équipier n'est pas capable de rester en place, pour prendre conscience de l'importance de cette empathie dont je parlais, pour prendre conscience de l'importance de partager la décision, etc., etc. Et puis surtout, voler dans un avion en patrouille, c'est un moment inoubliable, donc ça sera déjà sympa, et puis ça va ancrer tout ce que vous aurez appris la veille, je pense. Tout ça à quelques kilomètres de Montpellier, au milieu de la Camargue, des Flamands Roses, donc venez nombreux. On va prendre encore une question là, enfin 2 questions. Bonjour, ça marche là? Ouais, bonjour Eric. Bonjour. Respect pour la carrière de pilote de chasse. Merci. Ma question c'est, est-ce que tu pilotes toujours dans le privé? Oui, je pilote toujours dans le privé. Alors peu dans le privé, dans le loisir. Dès que j'ai quitté l'armée, j'ai travaillé pour une entreprise qui fait de la démoustication, justement en Camargue. Donc c'est des avions, si vous avez eu Planes, si vous avez vu le dessin animé Planes, c'est l'avion jaune, là, le tracteur du ciel. Voilà, okay. Et on vole là-dessus. C'est un métier qui est extrêmement exigeant, parce qu'on vole très très bas, entre 3 et 5 mètres. Et on doit traiter des zones sur des étangs de Camargue qui sont parfois bizarres, avec respecter ce qu'il y a des zones Natura 2000, etc. C'est vraiment, malgré mon expérience, je vous garantis que j'ai transpiré. Voilà. Et du coup, c'est génial, parce qu'à 56 ans, tu te remets en question, tu redécouvres un nouveau métier que tu ne connais pas, et c'est une motivation. Petit côté aussi service public, enfin voilà, moi qui me touchait aussi, tuer les moustiques, c'est une mission importante quand même. Donc pas d'aviation privée, pas de planeur. Pardon? Pas de vol à voile. Alors j'ai fait une fois du vol à voile. C'est un pilotage magnifique, c'est la meilleure école de pilotage. Mais alors moi, il m'a manqué un truc énorme, c'est le truc là qu'on pousse en avant et qui fait que l'avion aspire de l'air, crache du feu et accélère phénoménalement. Mais c'est magnifique, le vol à voile, c'est vraiment le pilotage le plus fin et le plus pur dans l'aviation. Prendre une dernière question, Laurent. Alors moi j'ai une question aux pilotes de chasse. Oui. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on arrive à maîtriser ses peurs. En fait, curieusement, dans un cockpit, on dirait qu'elle s'efface toute seule. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait que, enfin moi, je le vivais comme ça. T'as l'impression que tu mets off, quoi. T'as pas peur, tu as conscience des choses dangereuses et tu en prends conscience et tu réagis en fonction, mais tu n'as pas cette montée émotionnelle. Alors c'est peut-être très personnel ça, mais moi j'ai jamais eu dans un avion cette montée émotionnelle qui fait que tu perds tes moyens, que voilà, t'es là, tu constates quelque chose, ah merde, ah là ça va pas, qu'est-ce que je fais, voilà, et c'est assez froid, c'est très curieux, mais c'est assez froid. C'est peut-être l'entraînement qui fait ça, t'as répété, machin. C'est peut-être aussi ce dont parlait Charles ce matin, c'est-à-dire que finalement, t'as accepté le danger. En œuvre pour... c'est exactement ce que disait Charles d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est que tu as tout mis en œuvre pour minimiser le danger, tu as tout épluché pour minimiser le danger, et le danger qui reste, tu l'acceptes. Et la mort au combat, finalement, tu l'acceptes. Tu l'as accepté avant de monter dans ton avion,
Et tu sais que si ça t'arrive, c'est que voilà, ce sera pas de chance ou ce sera. Mais en tout cas, toi de ton côté, tu as tout mis en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et le reste, le danger résiduel, il est accepté. C'est exactement ce qu'a défini et décrit ce matin Charles Pépin. Alors on va prendre la DER des DER parce que je vois quelqu'un qui me fait un grand signe. Mais de toute façon, si vous avez, je suis là ce soir, donc après à l'apéro, je suis vraiment disponible et j'adore échanger, partager, comme vous l'avez compris, j'espère. Donc, je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide. Laurent, moi, dans une vie révolue, j'étais comédien, j'étais spécialisé en improvisation théâtrale. C'était vraiment ma spécialité. Oui. J'ai aussi affronté la peur au Bataclan, alors pas sur la soirée tragique, mais à travers des matchs d'impro, etc. L'impro, ça s'improvise pas, c'est même le fait de transformer l'imprévu en créativité. La norme, pour nous, c'est d'improviser tout le temps, et l'accident, c'est de ne plus arriver à improviser, justement. Moi, j'ai une question pour vous. Je voudrais savoir si, en situation de vol en patrouille de France, il y a des moments magiques de grâce où vous oubliez tout et vous êtes en synergie, en chœur, un peu comme des comédiens ou des chœurs. Ouais. Est-ce que vous avez des moments de grâce collective sans... Je vais même inverser la proposition, c'est-à-dire que la présentation dure 25 minutes et c'est un moment de grâce. Sauf parfois où il y a un incident, enfin il peut y avoir une collision volatile, des choses comme ça, mais pour avoir volé souvent c'est un moment de grâce extraordinaire parce que t'es plus un, t'es 8 ensemble et tu sais que de toute façon tu ne peux pas être autre chose que 8 ensemble. Et cette sensation, alors au début, les premières présentations, les premiers vols sont un peu tendus, etc. Mais tu sens que tout ça se relâche au fur et à mesure de la saison. Et après, il y a vraiment, comme dans les sports de combat, enfin l'aïkido et tout ça, plus on est relâché, et finalement plus le geste est efficace et plus le plaisir est grand. Mais c'est 25 minutes de communion, ça c'est sûr. Et puis après, tout ce qui se passe, on le traite au sol et on se dit les choses une fois qu'on est posé. Mais les 25 minutes de vol sont 25 minutes de grâce et de communion. Oui. On s'arrête donc sur cette idée de cohésion et de communion qui a débuté. Un grand merci, Muche, pour ton surnom. Merci. Merci à vous, merci. Un grand merci. Merci.